Donc bonjour à toutes et à tous, parce que il y a quand même quelques hommes. Donc moi je suis le docteur Bouloc et je suis médecin de soins de support à l'Institut Curie. Donc je vais vous parler de la prise en charge de la fatigue lorsqu'on est en traitement par hormonothérapie après la prise en charge loco-régionale d'un cancer du sein. Alors, la fatigue, l'asthénie, est-ce qu'il y a une différence? En général, juste pour qu'on se mette d'accord sur la terminologie, la fatigue, c'est quelque chose de physiologique que l'on ressent après un effort. L'asthénie, c'est un état de fatigue qui persiste et qui est donc de ce fait pathologique parce qu'il est disproportionné par rapport à l'effort, il ne cède pas après un repos et il persiste dans le temps. Il y a d'ailleurs, dans la classification des maladies internationales, un syndrome qui s'appelle le syndrome de fatigue chronique, qui n'est pas du tout spécifique à la prise en charge du cancer du sein, mais qui nécessite d'avoir tous les jours pendant 2 semaines une fatigue importante, une diminution de l'énergie vitale et une augmentation des besoins de repos avec d'autres éléments qui sont possibles, d'autres symptômes, une faiblesse généralisée, une diminution de l'attention et de la concentration, une diminution de la motivation ou de l'intérêt pour les activités, des problèmes de mémoire à court terme, des problèmes de sommeil, insomnie, besoin excessif de sommeil, impression de sommeil non réparateur, une sensation de pénibilité à l'effort, fatigue excessive après un effort, difficulté à réaliser les tâches quotidiennes. On n'a pas forcément tous ces symptômes, mais on peut en avoir certains parmi ceux-là, et on peut avoir tous ces symptômes. Du coup, il y a un problème. Pas du tout. D'accord. C'est mieux. Nettement mieux. Merci beaucoup. Alors, d'une manière générale, la fatigue est très fréquente. À peu près plus de 80% des patients pris en charge pour un cancer ont une fatigue. Il y a de nombreuses causes à ça. Le cancer en lui-même, les hospitalisations, les effets secondaires des traitements anticancéreux, les effets secondaires d'autres types de traitements comme les antalgiques ou les psychotropes ou les antiépileptiques, etc. Les complications comme l'anémie, le manque d'appétit, la perte de poids, les douleurs, les troubles du sommeil, les nombreux déplacements, l'attente qui est fatigante, l'appréhension des examens et de leurs résultats, ce qui occasionne un stress qui est source lui-même de fatigue, qui peut aller jusqu'à des problèmes de dépression ou des répercussions au niveau de la vie sociale ou professionnelle. Donc tout ça, complique la fatigue qui peut être en effet simplement due au traitement hormonal. Alors, cette fatigue, elle est analysée par les médecins, d'une part sur le plan de ce qu'on appelle les dimensions de la fatigue, c'est-à-dire qu'une fatigue, elle peut s'exprimer sur un mode temporel, c'est-à-dire la durée de la fatigue. Elle peut s'exprimer sur un mode physiologique, c'est-à-dire tout ce que l'on reçoit, toutes les conséquences de la fatigue. Elle peut s'exprimer sur un mode émotionnel, c'est-à-dire que vous pouvez réagir de manière émotionnelle à votre fatigue en étant déstabilisé émotionnellement par cet état de fatigue. Elle a aussi une dimension sur ce qu'on appelle cognitive, c'est tout ce qui concerne le fonctionnement cérébral. Donc on a vu tout à l'heure les troubles de la concentration, de la mémoire. C'est une façon aussi de ressentir la fatigue différente. Et ça peut aussi retentir sur l'humeur, on l'a vu aussi tout à l'heure. On peut amener à avoir une conséquence de type dépression du fait de cette fatigue chronique. Et enfin, d'autres fois, il y a une dimension aussi sensorielle, c'est-à-dire qu'on va la ressentir, on va ressentir la fatigue d'une manière, la perception de la fatigue est aussi une dimension de la fatigue. Donc tout ça pour dire qu'il y a une échelle que parfois on est amené à utiliser, les médecins et les soignants sont parfois amenés à utiliser l'échelle de Piper modifiée qui a été traduite en français par une équipe de Gustave Roussy d'ailleurs. Et cette échelle comprend 23 questions
qui explore les différentes dimensions que je viens de vous citer au niveau de la fatigue. Donc je vous ai mis par exemple, je ne sais pas si vous voyez très bien, peut-être pas très bien, je vais vous la lire, des exemples de questions qui sont à quel point, la question 2, à quel point la fatigue que vous ressentez en ce moment est-elle une souffrance ou un souci pour vous? Donc on est dans la dimension comportementale et c'est les items 2 à 7. La fatigue que vous ressentez en ce moment affecte-t-elle votre capacité à travailler ou à suivre une activité scolaire? La fatigue que vous ressentez en ce moment affecte-t-elle vos possibilités de sortir ou de passer du temps dehors avec vos amis? La fatigue que vous ressentez perturbe-t-elle votre capacité à avoir une activité sexuelle? Donc là, on est dans la dimension comportementale ou répercussions physiologiques dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il y a 23 questions comme ça qui explorent successivement les différentes dimensions de la fatigue. Alors cette échelle, on ne s'en sert pas en routine, on s'en sert surtout lorsqu'on veut évaluer l'efficacité d'un traitement qu'on met en place pour comparer avant et après la mise en route de ce traitement, en particulier dans le cadre d'un essai clinique. Alors, il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que la fatigue est un facteur de risque de déconditionnement physique. C'est-à-dire que cette fatigue vous amène à éventuellement moins faire d'exercice physique, et le fait de moins faire d'exercice physique a pour conséquence la baisse de la masse et de la force musculaire, qui elle-même va vous pousser à moins avoir d'activité physique. C'est le cercle vicieux dans lequel il ne faut absolument pas tomber, et qui est un risque très important. Donc après, à force d'être fatigué et de moins bouger, et de diminuer votre activité physique, on développe ce qu'on appelle un tableau d'intolérance à l'effort, ce qui fait qu'au moins d'effort, on palpite, on est essoufflé et on s'arrête parce qu'on n'arrive plus à maintenir un effort physique qui impose, parce qu'on a diminué nos capacités cardio-respiratoires à l'effort. Et on a diminué aussi nos propriétés musculaires, en particulier avec les anti-aromatases qui manifestement ont particulièrement cet effet secondaire. D'où perte sarcopénie et d'où cercle vicieux. Et puis il y a aussi un déconditionnement, je dirais, psychosocial, c'est-à-dire que le fait d'être fatigué, de moins pouvoir bouger, il y a une sorte d'altération de l'image de soi, de perte de confiance dans son corps, qui elle-même peut aller jusqu'à la kinésiophobie, qui est un terme un peu savant qui veut dire peur de bouger par anticipation de la fatigue, de la douleur ou des gênes provoqués par le mouvement. Du coup, réduction aussi non seulement de l'activité physique, mais aussi des activités sociales, professionnelles, qui vont du coup provoquer une sorte d'isolement et entraîner éventuellement des conséquences un peu psychologiques, un repli sur soi, une sensation d'isolement qui peut aller jusqu'à la dépression. Donc dans ces deux cas, pour ces deux raisons, il y a un grand risque avec l'effet secondaire des traitements hormonaux qui est la fatigue, il y a un grand risque de tomber dans cette spirale négative. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre en charge la fatigue? Alors d'abord, le premier acte de la prise en charge va être un bilan médical pour, premièrement, éliminer une évolutivité tumorale, parce que bien évidemment, c'est une question qu'il faut se poser, même si elle est redoutée. Mais je crois qu'il vaut mieux ne pas être dans le déni, il vaut mieux y faire face, il vaut mieux aller voir un médecin, qu'il vous examine, qu'il éventuellement fasse un bilan par les examens complémentaires qui sont nécessaires et qui puisse vous rassurer de ce côté-là. Ça, c'est une première étape importante. Le médecin, le bilan médical va aussi s'appliquer à éliminer d'autres complications possibles quand on est suivi pour un cancer, les questions de perte de poids, de dénutrition, la présence d'une infection, une cardiopathie. On peut avoir aussi le cancer et un autre problème comme une carence en vitamine D, une hypothyroïdie, un problème cardiaque. Donc toutes ces maladies, sources éventuelles de fatigue, vont être éliminées lorsque vous irez voir votre médecin, qui peut être l'oncologue, en particulier en ce qui concerne
l'évaluation tumorale, mais qui peut être aussi le médecin généraliste en ce qui concerne la partie médecine générale. En général, un bilan biologique minimal va être réalisé avec recherche, analyse de la numération, recherche d'un bilan inflammatoire, dosage de la vitamine D, de la TSH pour la thyroïde et un bilan du fer parce qu'une carence martiale est aussi fréquente, en particulier chez les femmes ménopausées. Et le dosage de l'albumine permet d'évaluer l'état nutritionnel. Ensuite, on va également, la deuxième étape de la prise en charge de la fatigue, c'est de repérer les besoins en soins de support. Donc on va éliminer, faire une analyse des besoins de soins de support, donc rechercher un syndrome douloureux qui doit être traité pour diminuer la fatigue, parce que la douleur fatigue, on l'a déjà dit. Rechercher des difficultés d'alimentation avec réduction des ingestats. Vous savez, si les ingestats diminuent de plus de 30%, il faut aller voir une diététicienne pour éventuellement prendre des compléments nutritionnels et éviter l'apparition d'un amaigrissement ou son aggravation. Il faut aussi éventuellement éliminer une dépression et au moindre doute faire une orientation vers un psychologue ou un psychiatre de l'Institut Curie. Il faudra faire un bilan social pour voir si les difficultés financières ou autres familiales causent des soucis et peuvent être une composante de la fatigue. Et éventuellement orienter vers une kinésithérapie fonctionnelle si on a un problème locomoteur particulier qui lui aussi peut être source de fatigue. Alors ensuite, il y a des conseils au quotidien que je pense vous avez pu trouver dans les différents livrets. D'ailleurs, ceux-ci sont directement tirés du site de l'INCa, l'Institut national contre le cancer, qui a pas mal d'éléments d'information destinés aux patients et aux patientes, et en particulier un livret sur la fatigue. Et donc, on donne ces conseils qui sont une première approche. Il faut savoir fixer des priorités journalières et hebdomadaires, prioriser ce qui est nécessaire ou ce qui fait plaisir, éliminer l'inutile, tenir compte de son rythme personnel et des moments de la journée où l'énergie ou la fatigue sont les plus présentes, prévoir des moments de repos, en particulier après un effort, mais attention, il ne faut pas faire que se reposer, hein, le repos à petite dose. Déléguer certaines tâches à l'entourage, si on peut, ou aux professionnels d'aide à domicile, à voir avec l'assistante sociale, obtenir de l'aide pour les tâches domestiques ou la prise en charge des enfants. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez discuter avec l'assistante sociale. Vous voyez, c'est des grandes généralités et chaque cas est particulier et bien plus complexe que ça, bien entendu. Deuxième recommandation, se sentir bien dans son corps. Donc c'est important d'essayer éventuellement pour certaines d'entre vous, vous allez avoir envie d'avoir recours à ce qu'on appelle les approches complémentaires, comme les soins de socio-esthétique, comme le yoga. Et il a été effectué des études médicales qui montrent que le yoga est efficace pour réduire la sensation de fatigue. Ou bien vous allez avoir envie d'avoir recours à l'hypnose. C'est aussi démontré par des essais cliniques que le suivi par un hypnothérapeute peut vous permettre de ressentir moins de fatigue. Il y a également la méditation, pleine conscience, la sophrologie. Ce sont les approches complémentaires les plus solides, je dirais, en termes d'évaluation pour soulager la fatigue. Alors, bien entendu, et c'est là le message essentiel avec lequel j'aimerais bien que vous repartiez, la prise en charge de la fatigue, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Voilà. Alors, quand on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a aussi rien dit. Laquelle, quand et comment? Voilà. Alors déjà, il faut savoir que les médecins décrivent l'activité physique en 3 catégories, faible, moyenne et forte, qui sont définies par ce qu'on appelle l'unité MET, Metabolic Equivalent Task, c'est un terme anglais.
En gros, c'est par rapport à l'énergie que l'on consomme au repos. C'est la valeur de base. Et toute activité physique va être évaluée par rapport à l'importance de l'énergie qu'elle sollicite dans un moment donné, par rapport à l'énergie de repos. Quand on ne bouge pas, on consomme de l'énergie, même quand on ne bouge pas, même quand on dort, par le fonctionnement de nos cellules. Et quand on est à l'effort, on dépense plus d'énergie, et c'est ça qu'on définit par les mètres. Donc, l'activité physique se répartit en 4 catégories: le transport, l'énergie qu'on dépense à prendre le bus ou le métro ou la voiture, l'énergie qu'on dépense dans les activités professionnelles. Alors bien évidemment, on peut avoir un travail sédentaire ou un travail très très physique. Les loisirs artistiques, bon, même peindre, ça consomme un peu d'énergie. Les loisirs, pourquoi j'ai mis premier sur et les sports qui sont pas là, mais qui devraient... Ah oui, alors c'est parce que je suis dans la catégorie faible, voilà. Donc, dans la catégorie faible, on a les transports, le travail, les loisirs artistiques ou promener son choix. Dans l'intensité moyenne, on a certains emplois qui sont assez actifs et dynamiques, comme agent d'entretien, jardinier, employé de magasin ou d'usine, barman, coiffeur, cuisinier, bâtiment. Ce n'est pas une liste exhaustive, bien entendu, il en manque. Et les sports du style marche, allure modérée, nage, tennis en double, golf, bicyclette. Et dans les efforts d'intensité forte, alors c'est très rare les gens qui font ce type d'efforts, c'est pas du tout le monde, je crois que dans les études c'est 2% de la population. Les emplois comme porter des ménageurs, porter des choses très lourdes, et les sports assez intensifs comme la montée rapide d'escalier, la course à pied à 8-9 km/h, le cyclisme à 20 km/h, le ski de fond, les pompes répétées. Donc quand vous faites un effort d'intensité forte, vous avez une fréquence cardiaque qui monte, vous avez du mal à parler, vous êtes essoufflé et vous transpirez fortement. Quand vous faites un effort d'intensité faible, la conversation est possible et vous n'avez pas trop de transpiration et d'essoufflement. Et quand vous faites un effort d'intensité moyenne, c'est un léger essoufflement et une légère transpiration. Voilà, tout ça c'est pour essayer de catégoriser, bien sûr il y a des intermédiaires dans toutes ces choses-là. Mais pour vous donner une idée, si on fait une course à pied à 9 km/h, donc on est à peu près, on va dire, à 7 mètres, on va dépenser 7 mètres. Mais après, on ramène ça à 7 mètres heure, c'est-à-dire que si vous courez 2 heures, vous faites 7 x 2, 14 mètres heure. Si vous durez... vous faites 4... Parce qu'on le rapporte à 1 heure, c'est pas très logique, mais c'est pas par heure, c'est... Et si vous courez qu'une demi-heure à 9 km/h, vous faites 3,5 mètres heure. Bon, c'est une façon arbitraire et discutable, je vois, mais en tout cas, ça permet que tout le monde se mette d'accord. Après, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'après, dans les études, si on essaye d'évaluer l'impact de l'activité physique adaptée, il faut qu'on parle tous à peu près de la même chose. Donc voilà l'intérêt de la classification. Et du coup, ça vous permet, vous, de savoir où vous en êtes. Donc à l'heure actuelle, les recommandations pour les patientes après cancer du sein sont les mêmes que celles que l'on donne en prévention primaire, parce que finalement, on sait que le sport permet d'améliorer, est préventif et diminue les maladies cardiovasculaires et cancéreuses chez toute personne. Mais donc en prévention tertiaire, c'est-à-dire après avoir été traité pour un cancer du sein localisé, on vous donne les mêmes recommandations. Elles ont été décrites dans le plan national sport et santé, dans le programme national nutrition et santé, dans le plan cancer et aussi dans la loi HPST de 2016. Il y a eu un décret pour dire que l'activité physique adaptée était une prescription médicale compte tenu de son importance. Donc vous devriez, et on va peut-être y réfléchir à l'Institut Curie, recevoir des ordonnances avec marqué activité physique adaptée. Le problème, c'est qu'est-ce que vous faites de cette ordonnance? Ça, c'est tout un problème. Mais en tout cas, symboliquement, si je puis dire, vous avez, par cet acte de recevoir une ordonnance, la preuve que c'est une prescription médicale, qui est donc importante pour votre santé. Et donc, la recommandation, c'est 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, d'une activité physique modérée à intense. D'accord? Donc, modérée à intense, vous vous souvenez, c'est celle du milieu, 3 à 6 mètres.
Donc, ce qui fait que si on fait, enfin bref, si vous faites le calcul, on arrive à 12-15 mètres heure par semaine. Bref. Alors, comment faire une fois qu'on vous a dit que vous devez faire de l'activité physique adaptée? Donc là, différentes possibilités qui sont l'idéal, puisque vous devez faire cette activité physique adaptée de manière régulière et pendant des durées aussi prolongées que possible, c'est-à-dire idéalement toute la vie. Le mieux, c'est quand même de mettre en place quelque chose proche de votre domicile. Donc parce que bien évidemment, si vous faites 1h30 de transport parce que vous êtes suivi à Curie, que c'est loin de chez vous, si on met en place l'activité physique adaptée sur Curie, vous allez être quand même gêné de faire 1h30 aller, 1h30 retour, 3 fois par semaine, c'est compliqué. Donc le mieux, le ministère aussi travaille dans ce sens, pour développer une offre d'activité physique adaptée pour les patients ayant eu un cancer proche du domicile. Donc c'est sur le site www.lasantéparlesports.fr et aussi sur le site www.retouraddomicile.fr. En fonction de votre lieu d'habitation, vous avez les offres d'activité physique adaptée qui sont disponibles. Vous avez aussi 2 associations qui développent l'activité physique adaptée pour les patients atteints de maladies chroniques, dont le cancer. Vous avez l'association CAMI, dont certaines d'entre vous ont entendu parler, je suppose, qui a un site internet et qui pratique ce qu'on appelle le médiété, c'est-à-dire un mélange d'activité physique et d'arts martiaux avec un peu de méditation. Et vous avez différents lieux dans Paris où vous pouvez pratiquer cette activité physique. Et vous avez Ciel Bleu, qui est une autre association avec laquelle Curie travaille aussi beaucoup, qui elle aussi se développe dans toute l'Île-de-France. Donc en fait, sur leur site, j'ai été voir encore pour vérifier pour vous, en fonction du lieu, il y a une carte, en fonction du lieu où vous habitez, on vous donne un numéro de téléphone. Vous appelez cette personne qui va vous orienter de manière personnalisée, soit sur des cours à domicile, soit sur des séances collectives près de chez vous, si possible. Alors tout le territoire n'est pas couvert, hein, j'en ai conscience, et je pense qu'actuellement le ministère est en train d'essayer de diffuser l'ouverture de cours de gymnastique ou de sport adaptés pour les patients en maladie chronique. C'est en marche, mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, certains territoires ne sont pas couverts. Et j'ai oublié de citer quand même un autre élément très important, c'est la Ligue contre le cancer, les espaces Ligue. Donc celle du 75, du 92, du 78, enfin de toute l'Île-de-France, offre beaucoup de choses. À des gratuits, hein, parce que c'est aussi le problème du coût, pour les patients atteints de cancer, dont l'activité physique adaptée, mais aussi les approches complémentaires dont on a parlé tout à l'heure. Bon, je sais que tout ça est compliqué. Alors, l'activité physique adaptée, pour vous dire pourquoi les médecins la recommandent, donc c'est pas une diapositive très facile à lire, j'en suis désolée. C'est juste pour que vous sachiez qu'on ne dit pas ça en l'air, qu'on a fait des études qui montrent qu'un programme de 6 à 8 semaines qui respecte les consignes que je vous ai décrites permettent d'améliorer les capacités cardio-respiratoires mesurées par la VO2 maximum, c'est-à-dire le débit en oxygène qu'on arrive à absorber, d'un facteur 8 à 12%, et permet d'améliorer la performance musculaire d'un facteur 30%. Cette amélioration existe si on peut commencer l'activité physique dès le début des traitements de chimiothérapie. Hein. On n'est pas obligé d'attendre la fin de la chimiothérapie. Mais on peut la commencer un petit peu plus tard. L'effet bénéfique persiste. Ces études ont été faites avec des activités physiques d'intensité modérée, selon les recommandations. Et il est important d'être régulier et de bien faire toutes ces séances et d'avoir une observance, comme on dit. Voilà. L'activité physique améliore aussi
Alors, sur le plan biologique, ça a été, je ne vais peut-être pas aller insister là-dessus, mais les mécanismes biologiques de l'impact de l'activité physique ont été étudiés. Donc, en gros, ça diminue l'insulinorésistance, ça stimule l'immunité, réduit aussi l'inflammation. Des études ont montré que ça permettait de changer la composition corporelle, et donc c'est logique avec ce que j'ai dit précisément, moins de tissu adipeux, plus de masse musculaire. Des études ont montré une amélioration de la qualité de vie globale. D'autres études, plus particulièrement, ont montré une réduction de la fatigue de 40%. D'autres études ont montré une amélioration de l'estime de soi, une diminution de la fréquence du syndrome dépressif, une diminution de la fréquence des douleurs, et le docteur Saul vous en a parlé tout à l'heure, c'est aussi un traitement du syndrome douloureux sous hormonothérapie. Et des études précisément ont montré qu'il y avait moins d'arthralgie avec les anti-aromatase quand on fait de l'activité physique adaptée. Donc voilà des preuves scientifiques, il y en a beaucoup, beaucoup. L'activité physique adaptée, c'est essentiel pour vous. Et enfin, il y a une amélioration de la survie globale, ça a été dit, je crois, tout à l'heure. L'activité physique avant ou après le diagnostic de cancer du sein, parce qu'il y a des femmes qui pratiquent déjà l'activité physique avant même d'avoir un cancer. Donc les études ont aussi étudié si le bénéfice de l'activité physique était seulement pour celles qui commençaient au moment de le cancer du sein ou non. Qu'on soit sportive avant d'avoir le cancer ou qu'on démarre le sport au moment où on a un cancer, dans les deux cas, ça marche. Par rapport à celles qui ne sont jamais sportives ni avant ni après, d'accord ? Ça diminue, donc amélioration de la survie globale et spécifique, c'est-à-dire spécifiquement liée au cancer et globale parce que ça diminue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi le risque d'accident cardiovasculaire et d'autres complications chroniques. Donc c'est un facteur de 30 à 40%, c'est important, et ça diminue le risque de récidive locale. Donc cette activité physique a un bénéfice plus important lorsqu'elle est pratiquée après le diagnostic. De même, l'effet positif apparaît d'autant plus important que le niveau d'activité physique est élevé, mais significatif dès le taux de 5 mètres heure par semaine, c'est-à-dire donc l'activité d'intensité modérée dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc au final, on parlait d'un cercle vicieux tout à l'heure. Je voudrais que vous partiez avec l'idée que vous pouvez rentrer dans un cercle vertueux si ce n'est déjà fait, parce que je suis sûre que certains d'entre vous y sont déjà. Mais sinon, pas de désespoir, on peut y arriver. Et du coup, l'activité physique et sportive augmente la masse musculaire et les capacités cardio-respiratoires, ce qui augmente l'autonomie et améliore l'image de soi et du schéma corporel, ce qui diminue la fatigue, le syndrome douloureux, améliore le sommeil, l'humeur et le transit, et ce qui vous permet d'avoir une meilleure vie sociale, professionnelle et familiale, et une meilleure qualité de vie, ce qui vous permet de plus faire d'activités physiques et sportives, et ça continue. Donc, la question c'est, comment peut-on faire pour que vous puissiez adhérer à cette culture de l'activité physique adaptée ? Et peut-être que là, c'est vous qui allez nous apporter des idées, comment on peut faciliter pour vous la mise en œuvre de cette habitude d'activité physique adaptée régulière. Voilà.